Donc maintenant, on va parler d'observance des thérapeutiques, comment mobiliser tous les intervenants. Alors, c'est un vrai sujet dont on a beaucoup parlé, mais dont on parle peu depuis quelque temps. Et pourtant, je sais qu'il y a matière à amélioration. Alors, un patient chronique sur deux ne suivrait pas correctement son traitement. La plupart des pathologies sont représentées à des degrés divers. La non-observance des thérapeutiques est responsable d'une perte de chance pour les malades. Une bonne observance des traitements cardiovasculaires réduirait, par exemple, de moitié la mortalité de moitié. La non-observance a aussi un coût financier non négligeable de l'ordre de 9 milliards, selon IMS. Alors les causes sont multiples, c'est peut-être qu'il y en a beaucoup de causes pour trouver des solutions claires. Alors le sujet est ancien et complexe, sans réel progrès depuis de nombreuses années. Une étude récente pointe le cas de l'hypertension artérielle, ça m'avait frappé pour avoir beaucoup travaillé sur l'hypertension artérielle. 30% des adultes sont hypertendus en France, soit près de 17 millions. La connaissance, le traitement et le contrôle de l'HTA restent insuffisants en France et n'ont connu aucune amélioration récente. Certains indicateurs ayant même subi une dégradation. Près de 6 millions d'adultes sont hypertendus sans le savoir en France et plus de 4 millions d'hypertendus traités n'ont pas une pression artérielle contrôlée, ce qui est quand même énorme. Donc, quelles sont aujourd'hui les nouvelles pistes qui pourraient permettre d'améliorer l'observance des thérapeutiques? Quels sont les acteurs à mobiliser en premier, sans oublier l'implication des patients eux-mêmes? Les nouvelles technologies, en particulier les données de santé, pourront-elles changer la donne? Voilà le sujet de notre débat. Donc, avec Arnaud Lalouette, exécutif président de chez Servier, Stéphane Le Gouil, médecin et directeur de l'ensemble hospitalier Institut Curie, et Gérard Réac, professeur émérite d'endocrinologie maladie métabolique de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Voilà. Alors, on va commencer avec vous, Gérard Réac. L'observance, c'est un sujet qui vous passionne. Et alors, vous avez fait une petite explication des causes en quelques minutes, et vous distinguez clairement l'intentionnalité dans l'adhésion et aussi l'inertie thérapeutique. Expliquez-nous un petit peu pourquoi on est si mauvais, je pense qu'il n'y a pas que les Français d'ailleurs, mais pourquoi on a de telles difficultés à faire en sorte qu'un médicament, une thérapeutique prescrite ne soit pas observée. D'abord, je pense qu'il ne faut pas dire qu'on est mauvais. Voilà, on est bon, mais on pourrait être meilleur. Non, c'est même pas ça. Je pense qu'il faut reconnaître le fait que c'est un problème humain. Alors, je travaille sur ce sujet depuis plus de 20 ans et il y a un certain nombre de choses que j'ai comprises, que je crois avoir comprises, pour être modeste. La première chose, je vais sans doute vous surprendre, c'est que la non-observance, c'est l'option par défaut. C'est-à-dire, ce qui est naturel, c'est de ne pas être observant. Et qu'il y a certaines personnes qui, en faisant de gros efforts, sont observants. Quand je dis observant, le mot est horrible. Disons, adhèrent au traitement qu'on leur a proposé. Et ça nécessite des efforts de se soigner. Et il y a certaines personnes. Donc, vous voyez que ça a déjà une conséquence, c'est qu'il faut arrêter, entre guillemets, d'engueuler les non-observants, ce qu'on a un peu tendance à faire sans le faire. Et il faut féliciter les observants, parce qu'ils accomplissent quelque chose de très difficile, de très remarquable, puisque en général, c'est à long terme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai mis une diapositive pour vous dire que, en fait, à la fois la non-observance à gauche et l'observance à droite, elle peut être non intentionnelle ou intentionnelle. Je vais m'expliquer très simplement. La non-observance non intentionnelle, c'est je l'aurais bien pris, votre médicament, mais il s'est passé quelque chose qui fait que je ne l'ai pas pris. Par exemple, j'ai oublié de le prendre. Maintenant, vous avez la non-observance intentionnelle. J'ai décidé de ne pas prendre votre médicament. Et vous voyez que j'ai mis une flèche entre les deux. Cette flèche, c'est que je pense que ça arrive assez souvent, c'était montré dans une étude, c'est qu'à l'occasion de la non-observance non intentionnelle, j'ai oublié de prendre le médicament, et je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas de conséquences. Eh bien, je dis, est-ce que je ne pourrais pas arrêter de le prendre? Vous voyez que la non-observance non intentionnelle peut causer la non-observance intentionnelle. Et puis, ça, ce sont, je dirais, ceux qui ne le font pas. Et je vous dis, c'est l'option par défaut. Maintenant, il y a ceux qui prennent les médicaments. Et là, à nouveau, vous pouvez avoir la non-observance intentionnelle et non intentionnelle. L'observance intentionnelle et non intentionnelle. Alors, l'observance intentionnelle, c'est je me soigne parce que j'ai une raison de le faire, une intention de le faire. Par exemple, j'ai compris ce qu'on m'a dit et je veux rester en bonne santé. L'observance non intentionnelle, c'est quand j'ai même pas besoin d'une intention. Je le fais par habitude. Et vous voyez que ça, c'est gagné. Vous prenez par exemple le jogging tous les matins. Au début, vous devez avoir l'intention de le faire.
Et c'est gagné quand vous avez pris l'habitude de le faire, et c'est le sens de la flèche que j'ai mise entre les deux. Et vous voyez, on a 6 mois pour ça. On a 6 mois pour développer une observance non intentionnelle, sans effort. Et c'est pour ça que je vous disais, la non-observance, c'est l'option par défaut, parce que se soigner, ça demande des efforts. Mais si vous n'avez plus d'efforts à faire, vous vous soignez. Vous voyez qu'en réfléchissant comme ça, on peut améliorer les choses. Le troisième point que je voudrais dire, c'est que la non-observance, c'est un symptôme. Et c'est un symptôme d'une crise de l'humanité en médecine. Et je pense que c'est presque bien fait pour nous. On a oublié 2 choses. D'abord que le patient, ce n'est pas un patient, c'est une personne humaine. Je dois dire que j'ai été très impressionné par ce qu'on vient de nous montrer. J'aimerais qu'on me dise que le malade ne me dise pas, docteur, quand vous aurez arrêté de regarder votre ordinateur et que vous me regarderez dans les yeux, on pourra commencer à parler. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut garder ça en tête. Et l'autre chose, je pense profondément que la médecine, c'est la rencontre entre un patient et un soignant. Et qu'il ne faut pas oublier le soignant aussi. Et puis, quand je dis, il faut arrêter aussi de taper sur le malade. Il y a des médicaments qui ne sont pas pris parce qu'ils ne sont pas prescrits. Et ça, c'est l'inertie clinique. Et on ne peut pas séparer la non-observance de l'inertie clinique. Dernière chose que je voudrais vous dire, je pense que... Alors, sur l'inertie clinique, dites-nous-en un petit peu plus. C'est-à-dire que c'est le médecin ou le prescripteur Voilà, je vais vous dire, c'est la même chose que la non-observance. La non-observance, le patient ne suit pas mes prescriptions. L'inertie clinique, le médecin ne suit pas les recommandations de la HAS. C'est la même structure logique. Voyez, et dans les 2 cas, vous avez des êtres humains qui ne font pas ce qu'ils pourraient devoir faire. Ils ne le font pas parce qu'ils sont des êtres humains. Et ça, c'est un peu une chose qu'on a un peu tendance à oublier dans un monde un peu numérisé, merveilleux, où tout est normal, tout est logique, tout est rationnel. Et le patient et le médecin sont des êtres rationnels, ce qui leur permet de temps en temps, et heureusement, de se comporter de manière irrationnelle. Alors oui, toutes ces choses-là, ce que je suis en train de vous dire, je pense que ça montre que la clé, c'est la rencontre entre les deux. Et la clé de la rencontre, c'est la confiance. Et je pense que si on veut améliorer l'observance, il faut s'interroger sur les déterminants de la confiance. Les déterminants de l'observance, si on veut l'améliorer, ce sont les déterminants de la confiance. Et la confiance, c'est l'attitude du médecin. Voilà, et je pense que ça s'enseigne. Voilà, j'ai terminé. Non, mais parce que vous nous disiez, on a fait complètement fausse route jusqu'à présent, parce que justement, on n'a pas réfléchi assez au mécanisme de la non-observance. Vous allez nous dire quelles conclusions on peut en tirer après. Là, c'est un peu le constat, enfin un petit tour de table un peu sur le constat. On n'a pas assez réfléchi, vous avez une explication. Après, on verra les conséquences dans les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que la confiance, tout le monde réclame la confiance, mais construire la confiance, c'est pas tout à fait simple. Alors, Stéphane Le Gouin, même en cancérologie, l'observance n'est pas au rendez-vous. Ce qui peut paraître encore... Même en cancérologie, oui. L'observance est une question. Voilà. C'est un sujet. C'est pas qu'elle n'est pas systématiquement au rendez-vous, mais c'est un sujet. C'est un sujet parce que depuis à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans, certes, avec, je pense au Glivec dans le leucémie chronique, on est passé de traitement, comme son nom l'indique, d'une maladie chronique avec un traitement chronique. Vous avez parlé d'hypertension, on comprend tous qu'on arrête le traitement, la tension revient. Il y a des traitements maintenant en cancérologie qui nécessitent une prise de médicaments journalière, et dans le cas que je cite, quasiment à vie, pour contrôler une maladie mortelle en 5-6 ans. Mais voilà. Et du coup, ça change le paradigme. Parce qu'on était souvent en cancérologie sur des prises en charge ponctuelles, chirurgie, radiothérapie, un début, une fin, chimiothérapie, 5 cycles, on s'arrête, voire une association. On ne pensait pas à l'observance particulièrement. Non, parce qu'on était... l'observance, c'était de venir à l'heure au rendez-vous, si vous voulez, et de prendre des traitements, mais c'était aussi de l'observance pour éviter les nausées, les vomissements ou ce genre de problème. Mais quand on oubliait de les prendre, le médicament se rappelait rapidement à vous. Donc on est passé sur, en fait, entre guillemets, une banalisation. Je prends un comprimé qui peut d'ailleurs avoir un certain coût sur des périodes très très longues, comme je pourrais prendre, entre guillemets, un hypertenseur ou autre. Et puis comme je ne suis pas malade et que je n'ai pas de symptômes, je rejoins complètement. Ce n'est pas volontaire. Moi, j'ai pas, sauf s'ils ont des effets secondaires, mais je n'ai jamais vu de patient qui me disait je ne le prends pas, je n'ai pas envie, c'est pour vous embêter. Voilà. D'ailleurs, on le voyait aux premiers essais qui a été fait avec cette maladie, on donnait les comprimés aux gens, ils devaient ramener les blisters, je suis désolé en bon français, les boîtes pour qu'on vérifie qu'ils avaient bien pris. Puis il y en avait qui avaient oublié. Alors plutôt que de se faire gronder, ça revient, hein, soit ils en jetaient quelques-uns au pire à la poubelle en ramenant un blister vide en disant c'est bon, j'ai pris tous les jours, je ne vais pas me faire gronder. Soit, et ça c'est plus grave, on en prenait tout d'un coup, comme ça au moins on avait pris la bonne quantité. Hein. Certes, pas de la même manière sur un temps plus long, et avec des effets secondaires un peu compliqués. Et c'est là où on revient à ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est une question d'éducation.
Et c'est ce que nous, on met en place à Curie, l'éducation bilatérale. Bilatérale, former le médecin à ce type de traitement qu'on a besoin, former le patient à comprendre les enjeux, accepter que parfois ça ne marche pas et qu'on ne veuille pas le prendre pour une période donnée ou autre. En effet, comme vous disiez, que le médecin regarde le patient et pas son ordinateur, je suis d'accord. Moi, ça m'est arrivé de dire à des patients que quand je leur parlais, j'aimais qu'ils ne regardent pas leur téléphone portable. Donc vous voyez, c'est bilatéral. Ça existe dans l'autre sens. Parce qu'on est dans une société où, voilà... ça arrive souvent qu'un patient regarde son téléphone portable quand il est chez le docteur et le professeur. Ça peut tout à fait arriver, notamment dans une certaine catégorie d'âge qui a du mal à dégager ses yeux de son téléphone portable, où vous expliquez que, voilà, vous voulez juste... Vous vous taisez, puis vous attendez qu'à un moment... oui, j'étais en train de vous... Ça arrive, mais c'est comme ça. Donc, sûrement qu'il y a plus de professionnels de santé qui regardent leur ordinateur que de patients qui regardent leur téléphone. Mais ça veut dire que l'éducation, elle est bilatérale. Dans le programme qu'on a lancé à Curie d'éducation thérapeutique, le terme est là, éducation thérapeutique. Faire comprendre au patient les enjeux de ce qu'il a, comprendre aussi quel est son environnement, lui faire comprendre sa maladie, peut-être d'une autre manière, faire comprendre aussi aux professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou paramédicaux, comment parler au patient pour le remettre dans la dynamique, et c'est sûrement pas le fait de le gronder, pour faire un mot un peu simple, ça marchera peut-être une fois, mais vous romprez un lien de confiance, et dans le temps, ça ne durera pas. Donc il y a tout un travail comme ça d'information qui est important. De dialogue, on l'a dit lors de la consultation, mais en fait, le patient en cancérologie, quand il est suivi pour un traitement à long terme, avec par exemple des comprimés ou des associations de comprimés, le temps où il vous voit est relativement court en fait. Dans sa vie de tous les jours, il vous voit un tout petit peu, le reste du temps, il fait plein d'autres choses et c'est heureux. Donc il faut aussi pouvoir garder un lien qui soit humain, certes aidé par éventuellement le numérique. C'est le programme My Curie qu'on a lancé, où on essaie de garder ce lien avec le thérapeute. C'est peut-être un sujet après qu'on pourra aborder avec comment l'industrie pharmaceutique peut se mettre dans ces programmes-là. Mais c'est vraiment en cancérologie un sujet qui est un véritable sujet qu'on a pris en compte, en tout cas dans l'Institut Curie que je dirige à l'hôpital. En effet, cette cellule est extrêmement importante dans l'explication et c'est un mouvement qu'il faut savoir accompagner. On l'a dit pour le traitement, l'efficacité, j'aurais aussi juste donné un chiffre. On estime que c'est 9 milliards d'euros de traitement qui ne sont pas donnés. 9 milliards. Le coût du traitement de cancérologie en France, c'est 8 milliards. Donc on pourrait presque se dire que si on observait, on pourrait payer quasiment la prise en charge en cancérologie, il ne nous coûterait rien, on aurait récupéré de l'autre côté. Et un médicament sur 3 qui sort dans le monde actuellement de nouvelles thérapies est dans le domaine de la cancérologie. Et les industriels actuellement ont plutôt tendance à favoriser, et ils ont raison, avec des thérapies ciblées, des traitements oraux. Au début, on a dit jusqu'à progression. On parlait ce matin d'un médicament, M. Dabby en parlait, le directeur général d'AbbVie, il ne pouvait pas le nommer, mais moi je peux le nommer, c'est le Venetoclax, où on donne en comprimé pour une leucémie lymphoïde chronique. Très bien, mais jusqu'à quand ? Quand peut-on s'arrêter ? Parce qu'après, il y a l'autre chose, l'observant, si on ne lui a pas dit dès le début que le traitement durait 2 ans, il le met mentalement, je parle sous votre contrôle, dans une durée de 2 ans. Et là, ça passe bien. Mais quand vous commencez un traitement, la première chose que moi les patients me demandent, c'est et on arrête quand ? On n'arrête pas. Alors ça veut dire que je suis tout le temps malade. On contrôle la maladie. On ne pourrait pas arrêter à 2 ans. Enfin, j'en sais rien, puisque l'étude qui a été faite par l'industriel nous dit qu'il faut aller au bout. Et l'industriel, on dit, je donne la parole après derrière, je ne vais pas être trop long. L'industriel nous dit, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter avant ? Parce qu'au bout d'un moment, les effets secondaires s'accumulent, les patients ne suivent pas, est-ce que c'est utile ? Donc il y a vraiment un débat à la fois, on vient de le dire, sur l'éducation et l'importance de comprendre l'autre, la partie de traiter une maladie, et puis de travailler avec le producteur du médicament qui, la plupart du temps, n'est pas un académique, mais un industriel. Alors, quel est le rôle de l'industriel ? Est-ce que vous pouvez agir sur l'observance ? Vous êtes limité dans vos moyens de communiquer avec le patient en particulier ? Alors, on peut communiquer avec le patient, mais je voudrais revenir au départ sur le constat, parce que je pense que c'est essentiel, on l'a abordé tous. Pour nous, on a fait le constat qu'aujourd'hui, l'observance thérapeutique ou l'adhésion thérapeutique, c'est aujourd'hui le chaînon manquant dans la prise en charge des maladies chroniques. On a fait des progrès dans le dépistage, on a fait des progrès dans l'innovation thérapeutique en essayant d'apporter de nouvelles classes de médicaments qui performent, qui apportent des services aux patients. Mais aujourd'hui, dans cette concordance entre ce que recommande le médecin en faisant une ordonnance et la réalité de tous les jours de ce que va faire le patient, il y a un gap. Et ce gap, on en parlait tout à l'heure, sont des conséquences
particulièrement importante. C'est 12 000 décès par an en France qui pourraient être évités. C'est 200 000 décès en Europe. On ne parle même pas des hospitalisations qui ne sont pas forcément prévues dans le domaine des maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, AVC, et un coût, 9 milliards par an en France, 80, 120 milliards en Europe. C'est énorme. Donc, en tant qu'industriel, avec une présence mondiale dans 150 pays à travers le monde, 70 filiales, on est un leader dans les maladies cardiovasculaires, on peut agir, on peut réfléchir. Pour nous, l'adhésion thérapeutique et l'amélioration, c'est une priorité de toutes les directions, de la recherche, le développement aux affaires médicales qui peuvent interagir avec les patients et les associations de patients, en passant par l'industrie. Je serais très heureux de détailler différents axes. Innovation incrémentale avec des associations fixes de médicaments, 3 molécules dans un comprimé qui ont un impact, qui ont démontré une amélioration de l'adhésion thérapeutique, des outils digitaux avec de multiples... 3 molécules, c'est quoi ça en cardiovasculaire? Dans le cardiovasculaire, mais également dans le cardiovasculaire et parfois hypertension et dyslipidémie, ou 3 molécules dans l'hypertension artérielle, qui ont démontré des améliorations d'adhésion de 140% parfois dans des grandes échelles, comme en Italie, 10 millions de personnes. Voilà. Les outils digitaux qui sont aussi une solution à évaluer. On a différents partenariats avec des startups. Voilà, alors on va arriver aux solutions. Justement, le numérique, il est assez décrié parce qu'il y a plein de startups qui se lancent et il n'y a pas une startup qui réunit toutes les autres startups pour avoir un outil pour un patient. Enfin, c'est un peu ce que vous nous disiez. Alors, au-delà du numérique, quelles sont maintenant les solutions? Alors, on a mis cette journée sur le... Qui vous voulez, hein. On a mis cette journée sur le... Il faut agir vite parce que c'est vrai que la situation du système de santé est difficile. Donc, comment faire en sorte que l'observance soit mieux prise en charge et qu'on obtienne des résultats assez rapidement? C'est quoi les leviers? On l'a dit, le premier levier, éducationnel. Et pas uniquement vers le patient, mais l'ensemble de la chaîne de santé. Et j'ajoute aussi les professionnels en ville, pas uniquement à l'hôpital, si je prends est-ce que c'est tous les patients qui bénéficient d'une éducation thérapeutique ou vous repérez certains, c'est un sous-groupe qui fait que... Alors, évidemment, l'offre est offerte à tous les patients avec une information qui leur est délivrée dès le début. Parce que leur dire vous devez y aller, c'est pas très thérapeutique non plus, c'est pas très éducationnel comme méthode. Donc, il y a à faire comprendre aussi que les professionnels qui reçoivent les patients pour la première fois les orientent vers ces structures en disant vous pouvez avoir là aussi un appui. L'outil numérique avec MyCurie qui est aussi là pour amener des informations aux patients. Alors, les industriels sont intéressés aussi, mais... Et là, je vais mettre une petite pierre dans votre jardin, c'est qu'ils sont intéressés parce qu'ils ont une molécule dans ce domaine-là et qu'ils ont besoin, et c'est tout à fait normal, de récupérer de l'information. Seulement, si vous avez une application pour chaque comprimé que vous prenez et qui est sur votre smartphone, vous n'allez jamais vous en sortir. Oui. Donc, je pense qu'à un moment, il est de la responsabilité des pouvoirs publics et qui sont quand même les payeurs des médicaments, en tout cas dans le système qui est le nôtre, et deuxièmement, des prescripteurs à l'échelle d'une institution, d'offrir aux patients cette plateforme avec les industriels, mais on ne pourra pas dire vous avez un problème avec le médicament jaune, c'est l'application jaune, la verte, c'est la verte, la rouge, c'est la rouge, et puis vous croisez tout ça tout seul. Nous, on a des consultations pharmaceutiques aussi qui sont là pour s'assurer que le traitement que nous donnons dans le cadre du traitement d'un cancer est compatible avec le traitement de l'hypertension ou autre, parce que là aussi, il y a quand même une question purement de pharmacien, de galénique, de distribution du médicament qu'il faut qu'on adresse. Et je pense que c'est notre devoir d'amener aux patients des plateformes simples à utiliser, avec des réponses simples, que derrière le travail soit lourd, et d'expliquer que cet outil est à leur service et au nôtre. Parce qu'il nous remonte aussi de l'information que l'on a besoin d'avoir sur du long terme. Oui, sur la télésurveillance et puis sur la collecte d'informations de la donnée à long terme à grande échelle pour pouvoir voir des signaux faibles que l'on ne verrait pas autrement qu'une fois qu'on a atteint une masse critique de prescription. Monsieur Réa, comment... Parce que la formation, c'est bien beau, la formation des patients, la formation des étudiants, mais ils doivent tellement apprendre de choses. Comment faire en sorte de créer cette confiance que vous disiez pour qu'il se passe quelque chose et que le patient se rende bien compte que c'est important de prendre son traitement? Je me demande si, au fond, il ne faut pas distinguer deux situations. Il y a la situation de maladie qui nécessite une prise en charge hautement sophistiquée dans un centre comme Curie, par exemple, pour le cancer. Et puis, vous avez d'autres pathologies qui représentent
une masse considérable dans la santé qui ne sont pas du tout prises en charge dans des tels centres, mais qui sont prises en charge par les médecins généralistes. Et je pense à tous les pourvoyeurs des maladies cardiovasculaires, je pense au diabète, à l'hypertension artérielle, à l'hypercholestérolémie. Un patient diabétique, au départ, il ne va pas avoir un diabétologue, il voit son médecin généraliste qui doit prendre. Et à ce niveau-là, ce n'est pas des plateformes qui vont être la solution. À ce niveau-là, je pense vraiment que c'est la relation et la qualité de la relation humaine entre le soignant et le soigné, c'est-à-dire cette notion de rencontre dont je parlais. Et en fait, la vraie question, c'est la question de la confiance. Je pense profondément que si on veut régler le problème de la non-observance, c'est par la qualité de la relation thérapeutique entre ceux qui sont censés prendre un traitement et ceux qui sont censés le prescrire. Et ça, je pense que ce n'est pas enseigné jusqu'à maintenant. Et, il serait temps. Quoi ? Il serait temps d'enseigner. Je vais vous dire, personnellement, dans ma faculté à Bobigny, depuis 2013, j'ai mis en place un tel enseignement obligatoire en PASS, obligatoire pour les étudiants, et puis ensuite, en troisième année de premier cycle, cette cours de philosophie de la clinique, pour leur expliquer qu'en fait, ça ne tombe pas du ciel, tout ça. Il y a comprendre que ce que c'est qu'un comportement humain, ce que c'est ce que c'est. Et en fait, je leur dis, non seulement les patients sont des personnes, mais vous aussi, vous êtes des personnes. Les patients, ils ont des émotions. Vous aussi, vous avez des émotions que vous devez apprendre à gérer pour arriver à une congruence entre les deux aspects. Maintenant, il y a un autre aspect que je voudrais parler de la non-observance qui est bien plus terrifiant. Ce sont tous ces patients qui n'ont pas accès au système de santé. Et ceux-là, je ne sais pas vraiment comment aborder. Et par définition, ils sont non-observants puisqu'ils ne sont pas soignés. Et je pense qu'il ne faut pas les oublier. Et ce que j'espère, c'est que ce qu'on nous a montré avec le numérique, une fracture numérique ne va pas encore plus augmenter ce problème-là. Et je pense qu'il faut être très attentif à cette question. Justement, sur le numérique, est-ce qu'il faut un label sur les applications pour que chaque patient, pour chaque médicament ait son application ? Comment vous voyez cette problème du numérique ? Et on sent bien que ça peut être formidable, mais on sent bien aussi que ça peut être un coup d'épée dans l'eau parce qu'on ne s'y retrouve pas. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Il y a une réflexion essentielle qui n'est plus aujourd'hui de découper un patient en disant aujourd'hui, voilà, il y a une hypertension artérielle, il y a un diabète. Non, un patient, c'est une globalité et on se dirige vers des applications et c'est l'objectif de pouvoir couvrir la plupart des facteurs de risque cardiovasculaires, de pouvoir couvrir différents types de pathologies et y compris dans un domaine d'oncologie, un patient cardiovasculaire qui va aussi avoir un cancer, il faut qu'il y ait une application commune qui puisse permettre de ne pas saucissonner pour être efficace et bien comprise. Et on se dirige vers ça. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est aussi de démontrer la valeur de ces applications numériques. Si je reprends le domaine cardiovasculaire, ça serait de démontrer que non seulement grâce à ces applications, on a une meilleure adhésion thérapeutique, vous évoquez l'hypertension artérielle, c'est de dire que l'application thérapeutique va permettre une baisse de pression artérielle. Et plus tard, demain, une baisse de la mortalité en complément du traitement médical. Deuxième... Ce dernier point, il est acquis. On dit s'il y a une baisse de pression artérielle, il y a une baisse de la mortalité, morbidité. C'est ce que disent les hypertensiologues. Mais justement, comment le démontrer ? Enfin, est-ce que l'espace santé, mon espace santé dont on a parlé précédemment, et le catalogue d'applications, est-ce que ça doit passer par là ? Est-ce que vous, en tant qu'industriel, vous êtes en relation avec ces applications sur le catalogue ? Est-ce que c'est pour que le patient s'y retrouve, là encore Ouais. Je crois que on doit essayer de faciliter cet accès. On peut travailler aussi avec des entreprises qui travaillent sur un catalogue et une offre globale. Et on peut travailler avec les professionnels de santé qui réalisent des études cliniques pour vraiment démontrer que on aboutit à des progrès, mais le démontrer de façon formelle. Voilà. Après, il y a la notion de l'éducation thérapeutique, et je pense que là également, un laboratoire comme Servier peut faciliter l'interaction qui est très importante, comme vous le disiez, entre les professionnels de santé, qu'ils soient médecins, qu'ils soient pharmaciens, ils ont un rôle énorme à jouer, infirmiers et infirmières, avec les patients, avec les associations de patients, en respectant
bien entendu les règles, les équipes médicales peuvent le faire, sur des réunions d'éducation thérapeutique qui permettent de comprendre le problème, de comprendre les raisons et de discuter des options pour progresser. L'éducation thérapeutique, dans certains pays, elle est obligatoire. Hein. Si je pense à l'Allemagne, à l'Angleterre, aux Pays-Bas, elle fait partie aussi du cursus de formation des professionnels de santé. Alors, est-ce qu'elle englobe tous les facteurs et toutes les priorités que vous avez évoquées? Peut-être pas. Alors, sur l'observance, on voit bien que c'est compliqué, qu'il faut une formation, qu'il faut évaluer les solutions numériques. Concrètement, aujourd'hui, là, vous seriez décisionnel. Pour conclure, un tour de table, qu'est-ce que vous mettriez en place très rapidement pour avoir une efficacité rapide, que les traitements soient mieux suivis? Professeur Réac. Formation des médecins. Je pense que c'est un point... Est-ce que vos collègues doyens sont d'accord? Est-ce que c'est dans les maquettes des formations alors? Oui, il y a eu, dans la réforme du 2e cycle des études médicales, il y a une place bien plus importante qui est en principe donnée aux sciences humaines et sociales. Mais il faut dire que ce n'est pas du tout gagné, parce qu'ensuite, il y a un problème d'horaire à se partager. Je pense qu'il faut un changement de paradigme à ce niveau-là. Et le changement de paradigme, c'est de comprendre qu'on n'enseigne plus seulement les maladies, mais on doit aussi enseigner le fait qu'on ne soigne pas des maladies, mais on soigne des personnes. Et ça s'enseigne. Et je pense qu'il faudra sans doute une génération. Quand je dis génération, ce n'est pas 30 ans. C'est une génération de formation des étudiants en médecine, c'est-à-dire en gros 10 ans. Oui. Je pense que... Mais alors, je vais vous dire, ceux qui font déjà très bien, ce sont les futurs médecins généralistes. Parce que dans le DES de médecine générale, c'est déjà vraiment bien fait. Bah vous nous rassurez. Alors, c'est vraiment bien fait. Non, moi je pense que c'est surtout les cardiologues qui n'ont pas accès les cardiologues, excusez-moi. Les spécialistes. Mais je prends pour moi... Qu'est-ce que vous avez contre les cardiologues? Pour moi, je pense que c'est typiquement... Je ne voudrais surtout pas... Je me suis fait la 1000 ennemis. Je pense que typiquement, une médecine... il faut dire, prenons la cardiologie. C'est le domaine où l'EBM s'est développé le plus. C'est clair. L'hypertension artérielle, par exemple, c'est bon. Mais c'est aussi le cas où on pointe du doigt la non-observance et l'inertie clinique. Et je pense que c'est parce que dans l'enseignement de ces spécialités-là, et je pourrais aussi dire la gastro-entérologie, etc., eh bien, l'aspect humain est beaucoup moins abordé que c'est le cas pour la médecine générale. On a trop magnifié l'EBM, c'est le côté scientifique, preuve d'efficacité, etc. C'est la beauté de la médecine science, qui est tant mieux. C'est grâce à elle que nous sommes en vie. Il faut marcher sur ses deux pieds, quoi. La beauté de la science et la beauté de l'humain. C'est ça un peu. Alors, M. Lalouette, en conclusion, qu'est-ce qui pourrait marcher pour améliorer l'observance? Déjà, je pense qu'il faut avoir conscience du problème. On parlait des chiffres, de l'impact en termes de mortalité. Mais j'ai l'impression qu'on en parle peu quand même. On en parle peu, c'est pour ça que je reviens un petit peu dessus. Je crois que c'est essentiel de relier cette observance, adhésion thérapeutique ou non-observance, non-adhésion thérapeutique, avec les conséquences pour les patients ou pour les pays. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose à mettre en place, c'est une approche pluridisciplinaire. Tous les acteurs doivent être engagés autour de la table sur le sujet, avec une approche qui est multifactorielle et qui met le patient vraiment au centre des débats. C'est aussi à travers lui et grâce à lui qu'on va progresser. Troisièmement, c'est ce qu'on essaye de mettre en place au niveau de Servier, une approche industrielle avec ce dont je parlais, les associations fixes de médicaments, et il y a des développements à venir pour le futur, une approche éducationnelle, et on peut être un facilitateur de cette approche et progresser dans les outils digitaux. Là également, on est au début d'une aventure, mais je pense qu'il y aura énormément de progrès dans le futur, encore une fois, en mettant vraiment le patient dans sa globalité, mais pas en le saucissonnant. D'accord. Stéphane Le Gouil, alors. Beaucoup a été dit et je m'inscris dans ce qui a été dit. Faire un peu moins de cycle de Krebs et un petit peu plus de sciences humaines et sociales ne me choque pas dans les premières années. Le cycle de Krebs, c'est la cellule, ça, c'est ça. C'est important, mais quand on veut spécialiser dans le cycle de Krebs, je ne suis pas persuadé que la première année de médecine soit le bon moment. On aura le temps de l'apprendre un peu plus tard. Donc je suis un peu d'accord. Et puis je dirais même qu'il faut aussi le répéter parce que on n'est pas le même médecin à 20 ans, à 30, à 40 qu'à 50. Donc il y a aussi une notion de durée. Là, l'industriel que vous représentez, je m'inscris aussi dans ce qui est dit, je dirais que pour une institution comme Curie, moi, le cancer, c'est 388 000 cas tous les ans.
Si vous multipliez en 10 ans, ça fait 3 millions. Vous prenez les maris, les femmes, les enfants, ça touche tout le monde en fait. Je ne dis pas qu'avec le cancer, mais ça touche tout le monde. Et maintenant, les médicaments qu'on prescrit sont parfois dans la pharmacie au coin de la rue. Il y a une certaine, c'est très bien, il y a une certaine banalisation, il faut l'accompagner. Vous prenez un antihypertenseur ou la molécule dont on n'a pas donné le nom ce matin, qui est le Venetoclax, qui doit coûter à peu près 100 000 € à l'année, et vous mettez ça dans les mains de tout le monde. Et c'est juste inimaginable de se dire que ça peut bien marcher. Si toute la chaîne de soignants n'est pas formée, ça ne marchera pas. Du pharmacien à l'infirmière, au médecin généraliste, au spécialiste. Et le spécialiste, il n'est pas en dehors de la ville, en dehors du reste du système de santé. Et moi, je crois en l'outil numérique piloté par les institutions dans les domaines qui est le mien, parce qu'en effet, là, on est dans l'ultra-spécialité parfois, et on ne peut pas demander à un médecin généraliste d'être un spécialiste des inhibiteurs de tyrosine kinase et qui connaissent ça comme ça. C'est pas possible. Ça, c'est mon job, le job des médecins de l'Institut Curie, de faire ça en lien avec la ville. Et pour ça, il nous faut un outil qui nous permet de mesurer des indicateurs, ce qu'on appelle un peu dans le jargon des PROMS et des PREMS, le devenir du patient. Est-ce que ce que je lui donne, ça marche ? Et le PREMS, l'expérience patient. Est-ce que, en fait, ce qui me remonte est bien ce que l'on connaît? Et l'industriel aussi doit avoir cette information. Et pour l'avoir, je ne vois pas d'autres systèmes, d'autres moyens, dans le système français que la place du service public, qui est le payeur de l'ensemble de ces médicaments et qui devrait lier le remboursement, le paiement ou la prise en charge à la remontée d'informations dans différents outils. Ce n'est pas le problème, j'en veux pas qu'un, mais qui soit interopérable. J'ai entendu juste avant nous que les Allemands nous enviaient, j'en suis ravi. J'ai rencontré des collègues allemands, je leur demandais, qu'on avançait à plein de petits pas très rapides, d'accord, que c'est pour demain. Moi je vis aujourd'hui, pour l'instant dans mon quotidien, mon espace santé, je suis désolé de le dire, aucun patient n'est venu me dire « Professeur, mes données sont dans mon espace santé ». Visiblement, j'ai plein de collègues qui le font, donc je vais m'y mettre, je vais regarder. Mais je pense que quelque part, il y a un rôle de l'État, et il est dans son rôle, de donner non pas des injonctions, c'est peut-être un peu fort, mais un cadre dans lequel il veut que l'on puisse travailler en interopérabilité. Tous les hôpitaux publics ou privés peuvent avoir le DPI qu'ils veulent. Il faut que ces DPI, les dossiers personnalisés patients, soient compatibles, puissent travailler avec la ville. On se heurte à plein de choses. Le RGPD, le fait de recevoir une numération par un labo de ville qui vous l'envoie. Il y a plein de services actuellement. Je ne parle pas de Curie en l'occurrence, mais j'ai vu aussi d'autres hôpitaux qui travaillent avec des fax, qui reçoivent des papiers, des kilos de fax. Vous demandez à des jeunes qui ont 20 ans ou 23 ans, ils ne savent pas ce que c'est un fax. Non, j'ai dit qu'on n'en avait pas. Mais je viens d'un autre hôpital où, dans l'hôpital de jour du service que je dirigeais, oui, on avait des fax. Vous venez de Nantes, c'est ça C'est exactement. Non, je me dis peut-être que je suis parti, ils ont changé, mais voilà. Je me souviens de ma fille était passée dans le service, elle dit papa, je savais pas qu'on travaillait encore avec des fax. Je dis écoute, c'est pas grave, ma fille. On avance à plein de petits pas et les Allemands nous envient plein de choses. Donc, voilà, faut pas s'inquiéter. C'est positif. On a l'ancien directeur général de l'assurance maladie qui pourrait nous dire si ça peut intéresser l'assurance maladie. Bon, bah écoutez, merci messieurs. Merci beaucoup. Merci de ce débat très intéressant. On vous applaudit. Et on va passer...